Très ravi de vous retrouver ce mercredi 17 mai 2023. Nous sommes en direct. Ce grand live est consacré à un seul sujet, à une seule thématique. Révolution du 17 mai 1997. Ah ben, quelles sont les grandes leçons que les Congolais doivent tirer? Nous allons essentiellement parler de Laurent Désiré Kabila, l'homme qui était à la tête de cette révolution. Il connaissait très bien ses anciens alliés, mais l'homme voulait bien atteindre l'objectif, changer les choses à Kinshasa, libérer le pays de la dictature et ensuite se retourner pour pouvoir renvoyer les alliés dont il connaissait très bien l'agenda. Mulumba Kabouaï Freddy sera avec nous pour en parler. Si tout va bien, un autre révolutionnaire sera là. Il s'agit bien entendu d'un politique. Je vais énoncer son nom dans quelques instants. L'actualité chez nous, c'est aussi les principales articulations de la grande édition vespérale à partir de 19h de Kinshasa. La rédaction nous fixe dans quelques instants. Bonjour. Bonsoir à vous Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue dans les grandes lignes d'actualité sur Télé 50. « 17 mai 1997 et 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu et l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, conduite par Laurent Désiré Kabila. Les Congolais se souviennent toujours de cette grande journée. Troisième jour, ce mercredi 17 mai 2023, de villes mortes dans la ville de Béni. Ces journées villes mortes ont été lancées à l'initiative de la société civile, du conseil urbain, de la jeunesse et des mouvements citoyens pour dénoncer l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Les efforts s'y font déjà ressentir sur les terrains. Et pour être en bonne santé et bien servir les téléspectateurs, ça reste un principe pour Télé 50 qui a livré ce mercredi un match de loisirs contre FC Classe au terrain William Booth. Un moment convivial qui a permis aux travailleurs de deux équipes de se régaler pendant 90 minutes. Au finish, Télé 50 et FC Classe se sont quittés à force égale, soit sur les scores de 3 buts partout. Merci à tous de nous rester fidèles. L'actualité vous revient dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu. Voilà, la charpente dressée. Il ne reste plus que le temps de l'étoffer dans moins d'une heure sur nos antennes. Freddy Mulumba, dans quelques instants, nous allons entrer à la matière.
Freddy Moulumba Kaboyi, bonjour, bonsoir. Bonsoir, cher ami. C'est le 17 mai, la journée a été consacrée et elle est consacrée à nos forces armées. Les FARDC, c'est une très très bonne décision, une meilleure décision justement, mais cette journée est historique dans les annales du Congo parce que Kinshasa était donc le clou de tout le combat de libération avec à la tête de troupes de la FDL, Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais l'homme, après, c'est malgré la demande de l'opposition de limiter, de pouvoir renvoyer les alliés, l'homme connaissait très bien ces gens et vous connaissez la suite. Nous allons principalement tirer les grandes leçons de cette grande journée, de cette révolution du 17 mai. Mais bien avant, nous revenons dans le processus de l'avancée de la FDL. Les Américains, par quelques multinationales, prennent langue avec la FDL, certains contrats sont signés, l'avancée vers Kinshasa est donc incontournable, mais Laurent Désiré Kabila est avec des gens qui l'accompagnent au pouvoir, mais des gens qu'il connaissait très bien. Est-ce que c'est votre lecture personnelle? Oui, je pense que Mzee Kabila connaissait très bien les Rwandais. D'abord, ils étaient tous dans les maquis, à Bora, quand il était dans la rébellion. Après, quand on a monté cette guerre à partir de Arkansas par le clan Bill Clinton, qu'on a armé le Rwanda et l'Ouganda. Et puis on est parti chercher Mzee pour légitimer les mouvements, la rébellion. Mais en réalité, c'était une rébellion, c'était une agression, une guerre d'agression montée par les Rwandais et l'Ouganda, mais soutenue par les multinationales occidentales avec des puissances. Mzee connaissait très bien les Rwandais. Mais en tant que... Et les Ougandais et les Burundais, il les connaissait très bien. Exact, oui. Il connaissait aussi le plan des Américains parce qu'une fois arrivé à Kinshasa, même à partir de Lubumbashi, pendant que tout le pays était pratiquement encerclé par sa révolution, Mobutu venait de quitter, mais on constate qu'il avait renoncé quand même à certains contrats avec les multinationales américaines. En fait, dès le départ, dans les calculs un révolutionnaire des Rwandais qui n'avait pas changé malgré les appareils. Dès le départ, dans les calculs des Rwandais, des Ougandais, des Américains, celui qui devait prendre le pouvoir, ce n'était pas Mzee. Ça, il faut retenir ça. Mzee, dès qu'il a appris que Mobutu est parti, automatiquement, il s'autoproclamait président. Il a surpris tout le monde. Paraît-il que selon certaines informations, c'était Bouguera qui devait gérer le pays, pas Mzee. Ça, c'était dans le calcul des Américains, et des Rwandais. Des Rwandais, Ougandais et des Burundais. Oui. Alors c'était, voilà, ces réfugiés sous l'étiquette de France, des Congolais qui devaient gérer le pays. Mzee Atimbeli Bango. Oui, c'était Macky-Sall, et puis il ne faut pas oublier que Mzee c'était un grand marxiste. Il a étudié très bien la théorie marxiste, c'est quelqu'un qui voyait plus loin. Je pense qu'il a profité d'une occasion, d'une opportunité qui lui a été offerte par la guerre de l'AFDEL pour prendre les choses en main et mener la lutte jusqu'au bout. Parce que depuis très longtemps... Il les a appelés, une fois Kinshasa, après la création des CPP, Comité des pouvoirs populaires, il les a appelés les gens de l'AFDL, conglomérat des aventuriers. Oui, il connaissait très bien parce que quand l'AFDL a progressé, toutes les multinationales, certaines multinationales occidentales étaient derrière Mzee. Donc Mzee savait ce qui s'est passé. Mais en tant que maquisard, en tant que stratège, il fallait faire l'idiot, accepter. Dès que Mobutu est parti, à Lubumbashi, il s'autoproclamait président. Ça, c'est plus tout le monde.
Mais je vais vous rappeler ici ce qui s'est passé avant que Mobutu parte. Mouzé est à Kisangani. Donc l'Afrique est à Kisangani, avec Mouzé. Pendant cette période, en face, à Brazzaville, il y avait les troupes françaises et les troupes belges et américaines qui devraient traverser pour protéger les ressortissants occidentaux. Arrivé à Kisangani, parce que dans les calculs des autres, il fallait que Mouzé s'arrête à Kisangani. Comme ça, on prend déjà tout l'Est pour l'annexer au Rwanda. Mouzé part au stade. Alors, toute la partie orientale annexée au Rwanda, donc là, on peut prendre, parce qu'on n'avait pas encore les 4 provinces de la Grande Orientale, mais on avait plutôt la province du Haut-Zaïre. Alors, tout le Haut-Zaïre et tout le Grand Kivu, même les Katanga, oui, et tout le Katanga était déjà occupé, annexé plutôt. Oui. On devrait petit pays qui venait de créer un génocide chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous arrive au stade, il demande au peuple, donc Jean de Kisangani, qu'est-ce que vous voulez au stade Mobutu? À la Chopo, la commune de Chopo, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Dis non, allons à Kinshasa. Or, dans les calculs des autres, il fallait se limiter à l'Est. Mais il y a aussi un autre phénomène que beaucoup de gens n'ont pas pendant son discours au stade Lumumba, quand il demande l'avis du peuple, qui lui dit Kinshasa, il faut foncer à Kinshasa, il faut foncer à Kinshasa, vous voyez que même l'entourage, il est quelque peu surpris, mal à l'aise. Bizimakara, Bouguera et les autres, toute cette bande des Rwandais. Et puis, il y a un phénomène, Mohamed Sanoun, l'envoyé, je crois, de l'ONU, est venu apporter un message à Laurent Désiré Kabila au stade. Exact. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ce que j'ai dit. Sur place au stade. Mais il y a un phénomène à Kinshasa. Mouzé est à Kisangani. À Kinshasa, nos amis occidentaux sont partis voir le président Tshisekedi, donc Étienne, pour lui demander de prendre le pouvoir. Ils ont proposé, comme les troupes occidentales étaient à Brazzaville, ils pouvaient traverser. Il prend le pouvoir à Kinshasa. Il prend le pouvoir. Entre-temps, Laurent Désiré Kabila garde... C'est pour que vous compreniez les manœuvres. On est parti voir Étienne. C'était vers l'émiettement du pays. On est parti voir Étienne. Étienne a refusé. Il a dit, moi j'aime la démocratie. Je ne peux pas accepter le pouvoir par la force. Automatiquement, moi je dirais que l'attitude de Mouzé Kabila de demander de venir à Kinshasa, l'attitude du président de Étienne Tshisekedi de refuser, de refuser que les troupes américaines, françaises, belges traversent le fleuve pour le soutenir afin qu'ils prennent le pouvoir, ça sauvait le pays. Imaginez-vous si Mouzé avait accepté de rester à l'Est. À l'Ouest, le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, accepte que les troupes françaises, françaises, américaines et belges traversent, donc le pays serait déjà coupé en deux. Donc, nous revenons un peu à ça, c'est extrêmement important. Les comportements... Nous sommes dans une lecture apprivoisée de cette révolution. Tshisekedi connaissait le calcul des Occidentaux qui lui tendaient déjà un piège, un traquenard, s'autoproclamé président à Kinshasa pour la partie ouest. Et Kabila, on lui dit non, il ne faut plus continuer à conquérir des territoires jusqu'à Kinshasa, il faut s'arrêter ici. Les deux, juste parole de connaissance, ou c'était des gens qui étaient informés? Non, il était au courant de tout. Il était au courant de tout, Kabila était aussi au courant. Mais ils ont sauvé le pays parce qu'ils n'ont pas accepté les propositions des autres. Parce qu'il faut que les gens comprennent, cette guerre de l'AFDEL avait un objectif, que le Congo disparaisse. C'est l'objectif de l'AFDEL. On n'a pas fait l'AFDEL pour sauver le Congo. Parce que ce n'est pas une idée des Congolais, c'est une idée des Américains, des hommes d'affaires américains, d'Arkansas, avec les clans Bill Clinton. Comment mettre la main sur les richesses du Congo. Après avoir organisé
infamé génocide au Rwanda et amené Kagame aux affaires, même s'il y avait l'étiquette de Bizimungu, dit pasteur, comme président. Oui, je pense que c'est normal. Vous savez, il faut relire l'histoire. Dans les carnages, Pierre Payon parle de tout ça, mais votre analyse est particulière. Lui dit que le club de Kansas avec Bill Clinton, c'était pour mettre la main basse sur les nombreuses richesses du Congo. Donc il faut voir cette situation qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Elle est placée dans un environnement global d'imitation géopolitique. Parce que la guerre froide était terminée. Mobutu n'était plus encore important. C'est ainsi que les Américains ont décidé de donner le rôle de gendarme de l'Afrique au Rwanda et l'Ouganda. Et pour cela, il fallait que les Congos disparaissent. Donc c'est un projet et ils n'ont pas encore abandonné. Parce que rappelez-vous, Mouzé disait la guerre sera longue et populaire. On a tendance à oublier ça. Donc, c'est pour expliquer que cette situation que nous connaissons actuellement, ces misères, ces morts, c'est l'Holocauste qu'on connaît, ça a quand même une responsabilité des Américains. Parce que ni les Rwandais, ni l'Ouganda ne sont pas venus seuls ici. C'est l'Amérique qui a décidé de faire, d'armer les Rwandais et l'Ouganda contre le Congo. Mais rappelez-vous aussi, pendant la période de négociation, avant que Mobutu quitte la capitale, Kinshasa, Bill Richardson, l'ambassadeur américain aux Nations Unies, était envoyé avec une lettre par Bill Clinton, le président américain, à remettre à Mobutu. Ils ont dit à Mobutu, donc ceux qui étaient venus avec Bill Richardson, des agents de service de renseignement, puis aussi du département d'État, pour dire que M. Mobutu, il faut sortir par la grande porte. Il faut sortir avec dignité et honneur. Si vous n'acceptez pas ce qu'on vous donne comme proposition, ton cadavre sera tiré dans les rues. C'était une menace. Donc, quand on fait une analyse un peu approfondie, ceux qui ont négocié avec Mobutu, ce n'était pas Mouzé Kabila, c'était les Américains. Donc, si aujourd'hui nous avons cette situation qui est difficile, les clans Bill Clinton portent une grande responsabilité. Je voudrais... Surtout que ce sont les démocrates qui sont aux affaires. Jusqu'aujourd'hui, nous allons évoluer avec cette analyse en profondeur. Joe Biden, c'est un démocrate. Il n'est pas très loin d'Obama, encore moins très loin du clan Clinton. Ce club de Kansas est toujours à l'œuvre et fait les affaires, malgré la quantité du sang qui a coulé dans les Grands Lacs. Mais Laurent Désiré Kabila prend le peuple pour bouclier et dit, mais écoutez le peuple, moi je fonce maintenant jusqu'à Kinshasa parce que le peuple, c'est lui qui a décidé. Ça, c'est au stade Lumumba, Freddy Mulumba. Jusqu'à ce stade, ce club n'est pas beaucoup inquiété. Oui, c'était normal parce que le président Kabila, on pensait qu'on allait le manipuler. C'est juste après le pouvoir, quand il a pris le pouvoir, il a décidé de faire partir et les Rwandais et les Ougandais. C'est dans ces conditions-là qu'il y a eu la guerre des août. Il prend le pouvoir, il s'autoproclame à Lubumbashi, il arrive à Kinshasa déjà président de la République, prestation des serments, la suite on connaît. En 2000, c'est-à-dire une année après 1998, la guerre éclate parce que il est allé au Rwanda, il a dit mais retirez vos enfants, ils sont en train de piller. Non, je ne pense pas que ce qui s'est passé ici, c'était quoi? On pensait que Kabila serait une marionnette. Mais quand ils ont vu, il est parti à Kigali, dire aux Rwandais, non, vous commencez à piller, je ne suis pas d'accord. À Kigali. Il a dit à Bizimungu, dans une conférence de presse. Très clairement. Et les Américains qui étaient derrière, ils se sont rendus compte que l'homme n'est pas difficile à manipuler. Voilà pourquoi on l'a assassiné. Parce qu'il faut rappeler aux gens ici
Dans l'imaginaire du monde occidental, des hommes d'affaires occidentaux, surtout anglo-saxons, le Congo, c'est une entreprise. Donc il faut des hommes faibles, des wouistes, qui ne sont pas patriotes, donc, aux affaires à Kinshasa. Non, il ne faut pas des hommes faibles. Il faut des gérants. Donc tu es à la tête du Congo et tu gères pour les comptes des multinationales occidentales. Donc quand tu vas dire non, on règle le compte avec toi. C'est ce qui s'est passé avec Mouzé. À un moment donné, Mouzé a dit, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas céder mon pays, je ne peux pas céder certains territoires au Rwanda. Et en Amérique... Mais même à la prestation des serments, ici au stade Camagnol à l'époque, aujourd'hui, stade de Martyrs, vous avez vu que Museveni, c'est parmi les invités justement de Laurent Kabila, Museveni n'était pas content. Vous avez vu les accolades, tout était mécanique. C'était normal. Mais le problème que tu dis, c'est qu'il faut tirer une leçon de l'histoire. Quelles leçons on a tirées par rapport à la situation du 17 mai? Quelles leçons on a tirées? Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que le régime a changé. Donc, on a connu au moins deux régimes. Mais nous sommes dans quelle situation? Est-ce que le projet a été abandonné? Normalement, les Congolais devraient s'interroger. Plus de 20 ans après l'arrivée de l'AFDEL à Kinshasa, le changement de régime, les Congolais est où? Ces gens qui avaient leur projet de balkanisation ont-ils abandonné? Parce que ce qui se passe à l'est du Congo devrait interpeller les Congolais. Mais curieusement, à Kinshasa, on a l'impression que les élites congolaises, classes politiques comme intellectuelles, sont ailleurs. Voilà les drames. Est-ce que vous n'êtes pas allé vite là? Vous nous amenez déjà à deux régimes, alors qu'on est en 1998. La guerre est enclenchée contre Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'assassinat. Les Américains ont trouvé que le monsieur inquiétait pour leurs affaires jusqu'à l'incident que vous connaissez avec Madeleine Albright. Kabila, nationaliste. Kabila, il a l'amour du Congo en lui et cet homme n'est pas bon pour les prédateurs. Il décide de les liquider en utilisant les Rwandais. Oui, avec la complicité des Congolais. Si les Congolais n'étaient pas complices, je pense que Mouzé ne serait pas assassiné. Je rappelle ce que Mouzé a dit à Diana Dikoupa, 3 mois avant son assassinat. Mouzé dit à Diana, on me demande de faire des choses que je ne peux pas accepter de faire. On va me tuer, mais je vais mourir. Mais vous qui restez, continuez la lutte. Ce sont les propos de Mouzé à Diana. Mouzé savait qu'on lui demandait de balkaniser le Congo ou bien de céder certains territoires au Rwanda. Il n'a pas cédé. Donc c'est ce qui est à la base de son assassinat. Mais maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les acteurs ont changé. Et quand vous faites une étude comparative avec la situation d'aujourd'hui, il y a des ressemblances. On a tendance à oublier. Prenez les discours du président Tshisekedi. Parce que beaucoup de gens, quand ils parlent, mais il faut prendre le temps de les lire. Le président Tshisekedi vous dit, dans ses discours, le Congo n'est pas une colonie de peuplement. Même pas un morceau de notre territoire sera cédé. Il est dit tous les jours. Question. Pourquoi cette classe politique qu'on a, pourquoi ces intellectuels qu'on a ne veulent pas reprendre les discours du président et les vulgariser? Et je compare cette période à celle de Mouzé Kabila. Quand Mouzé parlait, combien étaient derrière lui pour le défendre? Combien? Alors, voulez-vous dire que les grands hommes, les grands esprits qui aiment réellement le Congo et qui ont pour vision le développement du Congo, ces gens sont isolés et la majorité des instruits sont des jouisseurs.
Non, c'est pour dire que notre classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça signifie que sur le plan culturel, surtout la culture un peu géopolitique, ils sont en retard. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Mais généralement, on a l'accessoire. Même du temps des musées, je me rappelle, quand vous preniez les matins tous les médias, j'étais au potentiel, on tirait sur le musée. Dictateur, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de carburant. Donc, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était quoi? Il fallait diaboliser le musée, l'isoler et l'assassiner. Et dès qu'on l'a assassiné, on a vu les gens, dans la classe politique, les gens étaient très contents, pensant que la démocratie va revenir. Et après le musée, on s'est trouvé dans quelles conditions? Donc, ce sont des leçons qu'il faut tirer. Et c'est important que notre classe politique relise l'histoire de cette période de musée pour qu'on nous évite que le Congo tombe encore dans les désordres. Parce que, actuellement, pour l'Occident, en particulier les Américains, ils sont en conflit, en compétition avec la Chine. Ils utilisent toujours des valets, des esprits faibles, les esprits avec pour vision les besoins du nombril. La carte a été jouée en Libye. Nous faisons, c'est une question extra causa, mais je crois que c'est pour illustrer les méthodes du prédateur et de ceux qui créent les tensions et qui créent les assassinats en Afrique. On dit aux Touaregs qui venaient en aide à leurs frères morphologiques, Muammar Kadhafi, bon, si vous nous aidez à fragiliser ce monsieur, nous on va vous donner le nord du Mali comme pays parce que vous l'avez réclamé depuis longtemps. Quand Kadhafi a été assassiné, est-ce que l'Occident a accordé le nord du Mali aux Touaregs comme propriété, comme État, comme pays? Oui, mais ce que j'ai dit, que nous sommes naïfs. On n'a pas le sens de l'histoire. Si vous avez le sens de l'histoire, j'ai toujours dit ici, quelqu'un qui a fait la colonisation, donc qui avait d'abord l'esclavage, la tête négrière, la colonisation, qui te garde toujours dans la domination, il va vous dire, je vous apporte la démocratie et le développement. Vous croyez en ça? Nous sommes naïfs. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Tout est question de rapport de force. Les faibles seront toujours écrasés. Au lieu de penser que les autres viendront nous sauver, au lieu de pleurer, il faut construire un rapport de force. Et le premier rapport de force est intellectuel. Parce que si vous voulez dominer un peuple, cassez sa culture. Et dès qu'on casse la culture, vous avez des gens qui font du bruit, qui ne valent pas la peine, qui ne comprennent même pas les véritables enjeux. Donc, le rapport de force intellectuelle signifie qu'il faut construire d'autres manières de penser, d'autres paradigmes, et construire une vision de grandeur. Okay. On ne peut pas comprendre. Qui va faire ça? Les penseurs sont négligés. Oui, c'est vrai. Les penseurs sont devenus des créateurs des partis politiques. Qui va le faire? J'ai dit que c'est vrai, les penseurs sont négligés. Il faut lire l'histoire des autres peuples, des autres civilisations. C'est pendant des périodes difficiles que les leaders émergent. La vie est faite ainsi. Il y a quand même des gens, tu pars très loin, du temps de Lumumba, qui pouvaient sentir que Lumumba serait un grand leader. Ce n'était pas prévu. Donc, la grande difficulté pour nous, je parle un peu de créer des rapports de force intellectuelle, il y a une absence d'organisation dans les chefs des élites, d'abord intellectuelles congolaises. Parce que ce sont les intellectuels qui produisent la pensée, qui observent la société, qui conscientisent et qui montrent la voie à suivre. Mais ici, généralement, on est individuel. On pense qu'en publiant un livre, en parlant à la télévision, on change le monde. On ne peut pas changer le monde seul. On ne peut pas faire la lutte seul. On fait la lutte d'une manière collective. Il faut être ensemble. C'est ce qui fait qu'on est tellement faible, on est dispersé. Les hommes politiques, pour la plupart aussi, cherchent à manger. Et tout est résumé à la mangeoire. Et voilà. Dernière question. À vous, Freddy Mulumba.
les penseurs se raréfient, tout le monde est à la recherche de la survie. Et si les penseurs comme vous sont maintenant emprisonnés au sein des partis politiques, avec le mot d'ordre qui vient d'en haut, est-ce que on aura la chance encore dans ce pays? Non, en lisant l'histoire, qu'on a l'espoir. Un peuple ne peut pas rester dominé éternellement. Ce serait une erreur. L'environnement international aujourd'hui offre au peuple congolais une possibilité, une opportunité de se libérer, à condition que les élites politiques, les élites religieuses, les élites intellectuelles s'organisent en portant les aspirations du peuple. Donc la grande difficulté que le Congo connaît maintenant est liée à la qualité d'une classe politique. Non seulement elle est médiocre, mais elle est tellement composée de mercenaires. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, vous avez des parents qui sont au village pieds nus, qui manquent à boire, à manger. Les enfants n'étudient pas, mais vous êtes à Kinshasa en costume cravate, vous êtes élite. Ça, c'est l'attitude d'un mercenaire. Mais si tu es patriote, tu sais que tes frères, tes soeurs sont pieds nus, ils meurent de faim. Tu vas dire, on s'organise pour qu'on puisse récupérer les situations en main, que les pays soient organisés pour que notre peuple vive heureux. Merci. Mais malheureusement, quand vous avez beaucoup de mercenaires, en tout cas, il faut se préparer à se battre. Mais ce qui est sûr, on ne va pas nous recoloniser. Ça, c'est très sûr. Merci Freddy Mulumba pour ce soir. Merci d'être venu et d'avoir réfléchi avec nous autour de cette thématique, la révolution du 17 mai 1997, les grandes leçons à tirer. Vous avez été suivis et il faut qu'on capitalise cela. Bonsoir. Bonsoir, cher. Philippe Ondji avec nous pour boucler le second invité de ce soir, acteur politique avec un parcours très connu. Il est le secrétaire général adjoint de la FDC. Mais avant d'y arriver, l'homme a donc été justement dans les rangs pour pouvoir combattre la dictature.